Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 30 octobre 2022. Et donc la, la lecture de cet ouvrage, qui a pris quelques semaines, les semaines précédentes, de René Guénon, La crise du monde moderne, m'a convaincu qu'il était intéressant de réfléchir au travail qu'a fait Hegel sur la dialectique maître-esclave, maître-serviteur. Il me semble qu'il y a quelque chose à voir et à comprendre dans sa réflexion qui est vraiment intéressante. Alors, bon, moi je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un philosophe de métier, je maîtrise vraiment pas bien ni l'histoire de la philosophie, ni les auteurs, ni les sujets, etc. C'est tout à fait intuitif ma façon de penser les choses. Voilà. Mais j'ai dû déjà y penser avant de... J'ai pas lu la dialectique maître-esclave, mais là, donc pour pouvoir réfléchir un petit peu là-dessus, j'ai regardé quelques vidéos sur Internet qui parlent de ça. J'en ai visualisé 3 ou 4, et celle qui sort du lot, pour moi, celle qui est la plus pertinente, la plus intelligente, c'est celle d'Olivier Tinguely. Donc c'est sur France Culture. Il était invité de l'émission de philosophie qui passait le matin. Bon, bref, je ne sais pas à quelle date, mais vous pouvez le retrouver en tapant son nom et puis sur France Culture, Hegel, maître-esclave. Et ça me paraît vraiment la plus pertinente, la plus intelligente, et la plus logique. Bon, voilà, de celles que j'ai entendues. Hein, et j'ai pas envie de citer les autres. Je vais juste parler à partir de celle-ci. Ce que j'ai essayé de noter quelques trucs. Et voilà, ce que je voudrais faire, c'est relever un peu ce que j'ai noté, et puis éventuellement partir dans mes réflexions. Alors, il se trouve que sur la mécanique universelle, le site que je développe une théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et dès l'entrée en matière, ça commence comme ça. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain accompli. Donc l'humain, l'ultime perfection, qui est une perfection spirituelle en somme. L'extase facile, l'accession à l'éveil, à ce qu'on appelle le samadhi dans d'autres spiritualités, etc. Voilà, cet état-là qui est un état de fusion avec le principe qui est à l'origine de cet univers, du monde, quoi. Et donc, j'ai dû réfléchir à dès le début, à la relation de l'homme, par exemple, à ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire le fait que des hommes puissent s'affirmer aux dépens d'autrui, dominer autrui, voilà, le rendre esclave, en faire, voilà. Donc j'ai été confronté à ces visions. Et j'ai beaucoup associé ces relations à notre nature animale, en fait, hein, où il y a un dominant, voilà, un dominé des dominés qui
des prétendants qui vont essayer de le renverser, etc. Et quand il y en a un qui finit par le renverser, il devient dominant à son tour. L'ancien dominant est obligé d'aller faire un peu sa dépression dans un coin. Le dominant devient tout puissant, c'est lui qui prend le... Et voilà, c'est lui qui thésaurise les privilèges, voilà. Et c'est pas aussi carré que ça, bien sûr. Il y a beaucoup plus de subtilité dans le monde animal, comme chez les hommes, hein, c'est la même chose. Donc, je regarde un petit peu ça de façon plutôt un peu caricaturale parfois, mais ça peut être intéressant. Et donc, dans cette... Hegel, donc, voilà ce qu'en dit d'après ce que moi j'ai entendu, hein, d'après comment j'ai relevé les choses, mais voilà ce que j'ai entendu de cette vidéo où Olivier Tinland était interrogé par la présentatrice de cette émission de philosophie. Alors, apparemment, c'est le chapitre 4 de la phénoménologie qui parle de Hegel, la dialectique maître-esclave. Alors, Olivier Tinland préfère dire maître-serviteur. Et je pense qu'il a raison dans ce sens-là. C'est vrai que si on veut faire... si on prend un parti, et c'est clair que moi je suis plutôt du genre à prendre un parti, à prendre le parti des opprimés, à prendre le parti du faible, de celui qui, etc., de celui qui serait l'esclave, le serviteur, etc. Donc ça c'est ma nature qui me pousse à cet état d'esprit. Et je pense que c'est la pensée globale de l'humanité. Bien sûr, l'idéal c'est d'être objectif, donc de comprendre que ben voilà c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas un méchant et un gentil qui serait dans voilà de tenir compte de la complexité. Mais c'est un peu ma vision. Et c'est un peu ce que j'ai reproché à d'autres vidéos que j'ai entendues ce matin, qui, me semble-t-il, ne prenaient plutôt la position du dominant dans une certaine façon. Et voilà, je l'ai pas bien ressenti à ce niveau-là. Alors que chez Olivier Tinland, ça me paraît très juste tout ce qu'il dit. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas une analyse simple, mais sans concession non plus avec le système. Alors moi, je pense que j'ai des choses à apporter à tout ça. Voilà. Alors, ce qu'il en dit, il dit que c'est une expérience difficile, cette relation qui est basée sur le principe de vie et de mort. Voilà, il y a une rencontre comme ça entre deux individus et va se jouer un risque de mort, le principe de vie et de mort, qui va conduire à la domination et à une sorte à la servitude. Alors, pour Hegel, la réalité est dialectique. Et alors, moi, ce que je pense tout à fait ça, et dialectique, pour moi, c'est une évolution. C'est qu'elle est en évolution. La réalité, il y a l'évolution dans la réalité. Quelque chose évolue. Nous, on est un jour, on vit, on s'épanouit et on meurt. Donc, c'est un principe dialectique. Et l'humanité dans ce principe dialectique. C'est pourquoi je me suis... mais je ne savais même pas ce que c'est quand j'ai créé la mécanique universelle, quand j'ai imaginé l'idée l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et
nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain. Je ne connaissais pas le terme dialectique, mais en définitive, pour moi, ça explique ça. C'est ça. On est dans ce processus dialectique. Et je pense que c'est comme ça qu'a pensé l'humanité et même la création générale Hegel. Voilà. Mais alors, c'est toujours pareil, c'est mon intuition, je le vois sous la forme intuitive. C'est à vraiment prendre avec toutes les avec voilà, il faut mettre avec son esprit critique, quoi. Donc il y a, voilà, dans cette réalité dialectique, il y a l'histoire, il y a le temps, et voilà, on naître, croître, périr. Le devenir régit la réalité. Et c'est ce que j'ai retenu comme phrase chez lui. Et effectivement, le devenir régit la réalité. On est posé là, voilà, dans le monde, mais notre esprit sait qu'il y a une finalité, sait qu'on n'est pas là pour durer, qu'on doit faire des choses, etc. Donc tout ça, c'est inclus dans notre façon. Si on était juste des brouteurs, des gens qui, voilà, si on se contentait de vivre l'instant immédiat en mangeant, voilà, se dormant, etc., en étant des animaux, en étant à la position animale, mais basique, parce qu'il n'est pas dit que nos cousins singes ne se posent pas de questions métaphysiques. Il n'est pas dit qu'ils ne s'interrogent pas, qu'ils n'aient pas une vision, un sentiment de finitude, etc. Qui peut le dire pour l'instant? Voilà. Alors, la base de la philosophie pour Hegel, c'est penser la vie. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Comment penser la vie alors qu'elle est si complexe? Et donc, pour réduire cette complexité, il a pensé justement l'idée dialectique, l'idée de l'histoire de l'humanité. Parce que là, on peut voir, on n'est pas obligé d'être... On n'est pas soumis à cette complexité qui ne permet pas de comprendre les choses si on s'attache à chaque point. Voilà, là, on est en moment d'évolution. C'est un moment d'évolution, comme tous les moments d'évolution. Si on l'arrête là, aujourd'hui, eh ben, tout ce qui se passe sur cette planète à propos de l'humanité, de l'espèce humaine, travaille à quelque chose de futur. Mais si on réfléchit à toutes les conséquences, tout ce qui est en train de se jouer, on n'arrive pas à comprendre la logique. C'est trop compliqué pour l'instant. Parce que pour moi, justement, dans un futur, peut-être lointain, peut-être proche, nos instruments de calcul permettront de comprendre, en mettant tout ce qui se réalise à l'instant T, de comprendre que ce qui est en train de se réaliser là, plus ce qui se réalisait hier, avant-hier, etc., et produit quelque chose qui, au fond, nous conduit irrésistiblement à atteindre notre ultime perfection. On arrivera à démontrer, je pense, que nous ne pouvons pas ne pas aller vers notre ultime perfection, qui est une perfection spirituelle. Voilà. Ça, je pense que cette théorie, la théorie de la mécanique universelle, que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, un jour sera confirmée par les instruments de calcul. Voilà, pour moi. Hein. Alors après, donc, il y a la relation entre deux individus qui vont se... Alors, tout d'abord, il y a le premier état de conscience serait
un état de conscience où l'homme, il est seul face aux objets, en somme, face au monde. Le monde est là et il est que en prise avec son désir. Je désire ces fruits, je mange ces fruits, je désire ça, etc. Je désire euh, jouir de la vie telle qu'elle est et je me contente de cet état-là. Et donc je suis dans une conscience de l'extérieur. Je ne prends pas conscience de mon intériorité, de ce que je suis, de ma propre conscience. Pour l'instant, je suis qu'au stade de l'extérieur. Alors, est-ce que ce stade-là n'est pas le premier stade du bébé? C'est probable que ça soit ça. À un certain moment, pour prendre conscience, alors donc, c'est les étapes par lesquelles doit passer la conscience à une conception authentique du savoir, pour parvenir à une conception authentique du savoir, à la vérité donc. Voilà, c'est ce que cherche à comprendre Hegel. Premier état, la conscience comme telle qui s'oublie elle-même et qui cherche la vérité dans l'objet, dans ce qui est face à elle. Voilà, Hegel montre l'échec de la conscience qui ne peut pas atteindre la vérité par l'objet qui est face à elle, parce qu'elle ne peut pas comprendre en réalité. Elle ne peut pas comprendre son monde, sa position dans le monde, pourquoi le monde est là, etc., etc. Là, on est dans le stade primaire de la conscience. La conscience, le deuxième état, c'est la conscience prend conscience que le monde n'est pas seulement donné par l'extérieur et qu'elle doit revenir à soi, elle doit accéder à la conscience de soi. Alors, pour accéder à la conscience de soi, donc je me demande ce que je suis. Et là encore, juste en se posant la question sur soi-même, on ne sait pas ce qu'on est dans un monde où il n'y aurait que nous et l'objet. En fait, on n'a pas pris conscience de ce qu'on est encore. Donc il y a encore, c'est un échec. Mais toujours, les échecs sont féconds. C'est toujours des progressions dans l'évolution. Surgit alors autrui. Et c'est là la conscience prend alors conscience que c'est seulement face à un alter ego qu'elle peut apprivoiser sa propre vérité. Et c'est là où ça commence à se passer. Donc, dans cet état-là, il y a une relation à l'autre. Mais l'autre ne nous reconnaît pas encore. On est juste, c'est la première interaction. Il ne nous reconnaît pas. Il nous prend comme au stade de l'objet. Mais pour se faire comprendre en tant que sujet, pour se faire comprendre en tant que spiritualité, avec une âme, quoi, hein, que je ne suis pas un objet, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Et pour ça, il faut obliger l'autre à me reconnaître. Et pour l'obliger à me reconnaître, il faut, voilà, on va, donc, je noue alors le rapport de reconnaissance. Je reconnais donc l'autre. Et je reconnais l'autre comme une valeur. Il a une valeur. Donc moi j'ai une valeur, il a une valeur. Il y a la dialectique à ce moment-là, c'est une sorte de scène primitive. Comme chez Hobbes, une sorte d'état de nature, de guerre de tous contre tous. Pour l'instant, on en est à ce degré-là. Cette confrontation entre deux consciences asymétriques qui va prendre la forme du maître et du serviteur,
c'est une forme pré-sociale, préhistorique. Ça se passe avant que l'humanité a construit son histoire, a construit sa société, a construit toute l'organisation de la société. Là, on est à un stade avant. Mais pour, euh, pour Hegel, et d'après ce que dit Olivier Tinland, pour Hegel, ce n'est plus le stade animal. Le stade animal, c'est le stade avant, où on est face à l'objet. Et moi, là, je rattache ce moment pré-social, ce moment où on est, où on va installer cet événement qui va être le combat à mort avec l'autre, qui va faire que celui qui, si je cède pas, et si j'accepte même de pouvoir mourir, et que l'autre cède parce qu'il a peur et qu'il accepte donc de se soumettre, et à ce moment-là va intervenir, je vais prendre l'ascendant sur lui, et je vais me positionner en tant que maître, et je vais réclamer de lui qu'il me reconnaisse en tant que maître, et moi je vais le reconnaître comme serviteur, en somme. C'est comme ça que ça se déclencherait. Mais à mon avis, ce stade qu'il fait déjà paraître dans l'humanité, en somme, à mon avis, est déjà présent dans le monde animal. Ce stade est là. La seule chose, c'est que c'est instinctif. Il n'est pas reconnu. Le chimpanzé dominant n'est pas reconnu comme une personne spirituelle, comme voilà, il est pas reconnu dans cet état-là. Mais déjà, ce rapport existe déjà. Mais bon, alors, admettons qu'on en soit là. Cette confrontation, donc, entre deux consciences asymétriques, puisque il y en a une qui va se positionner en tant que maître, et l'autre qui va se positionner en tant que serviteur, qui va prendre la forme du maître et du serviteur. C'est une forme pré-sociale, préhistorique. Comment s'élaborent les relations quand nous n'avons pas encore de structure sociale normative, éthique, historique, sur lequel prennent appui nos rapports les uns aux autres. Donc dans cet état-là, on est dans un monde qui n'a pas encore de structure sociale. Donc je suis le dominant et je ne supporte pas que tu contredises, que tu sortes de cette position. Je t'opprime pour que tu restes dans cette position, que tu me reconnaisses toujours comme un maître. Donc là, c'est la toute-puissance de la horde en somme. Moi je le vois comme ça, comme étant le stade antérieur à la société, déjà structurée. Donc c'est la horde, c'est le chef tout-puissant dont parle d'ailleurs Freud, donc qui opprime ses enfants, qui tient toute sa tribu comme ça, et qui thésaurise les femmes, qui thésaurise les privilèges, etc. Et donc, et il n'y a pas de loi au-dessus de lui. En somme, il n'y a pas de loi parce qu'il n'y a pas de spiritualité. C'est là où, je ne sais pas si Hegel l'a compris. Moi, là, c'est juste euh, une, une analyse de quelqu'un qui a étudié Hegel. Donc, c'est autre chose. Mais au-dessus du dominant, du chef de horde, il n'y a pas il n'a pas de dominant en somme. Il est tout puissant. Il est Dieu, quoi.
Et à partir du moment où les sociétés, elles commencent à venir et à dire il y a Dieu au-dessus de tout, ce qui va déjà s'imposer chez les Égyptiens, chez les Hébreux, chez les Perses, etc., donc dans les premières grandes civilisations, au-dessus du maître, il y a une puissance supérieure auquel le maître doit lui aussi rendre compte, doit lui aussi faire allégeance. Il doit avoir peur de ce dominant qui est au-dessus de lui, qui va peser son âme quand il sera mort, qui va pouvoir le torturer s'il a mal agi, etc., etc. Il va devoir obéir et se conformer et donc agir d'une façon... voilà. Ça, c'est mon point de vue dans ma façon de voir les choses. Donc, euh, donc là, il n'y a pas encore, dans ce monde-là, où ce monde qui établit un rapport de dominant à dominé, de maître à esclave, en somme, il n'y a pas encore la structure sociale qui peut venir lui interdire d'oppresser de s'affirmer aux dépens d'autrui. Comme, voilà, nous on est dans des sociétés maintenant qui sont normées, qui ont une structure sociale, une structure éthique, etc. Un dominant ne peut pas, même s'il est plus fort que l'autre, il ne peut pas abuser de son congénère sans risquer voilà, une condamnation, etc., etc. Donc là, on était avant cette relation. Donc la relation s'établit entre ces deux hommes. Un montre donc ils vont lutter à mort, mais les primates peuvent faire la même chose, les boucsins aussi, ils peuvent risquer, ils peuvent se battre en oubliant complètement qu'il y a du danger et et le dominant, celui qui a le moins peur d'aller au bout, il finit par vaincre l'autre. Mais ça, c'est le principe animal. On est dans le principe animal. Donc, il s'agit d'un face-à-face entre deux individus assez singuliers qui n'ont aucune ressource qu'eux-mêmes pour établir des relations de reconnaissance. Donc, c'est comme ça que va s'établir une reconnaissance mutuelle entre le maître et le serviteur. Dans cette étape, on veut montrer qu'on n'est pas de simples animaux, de désir de l'objet, comme dans la première position. Et pour ça, il faut parvenir à démontrer à l'autre, qui est le seul témoin, qu'on n'est pas une bête, mais qui, pour l'instant, n'a pas conscience de ce que je suis. Il me voit que comme un objet qui se déplace. Il ne me voit pas comme un être spirituel. Il me voit que comme un animal. Ça, c'était avant le combat, en somme. Comment lui prouver que je suis plus qu'un animal? Précisément, dit Hegel, en engageant un combat à la vie, à la mort. Je lance à l'autre un défi. Essayons de nous montrer à l'un et à l'autre que nous sommes mieux que des animaux qui nous contentons de satisfaire nos désirs, nos besoins, qu'on peut vaincre la mort, qu'on peut dépasser en fait la mort, qu'on peut risquer sa peau parce qu'on n'est pas que des animaux. Voilà ce qui est dit, ce qui est joué dans ce combat entre ces deux hommes. L'étape du combat, première scène primitive avant maître-serviteur, destinée à extorquer la reconnaissance par l'autre que je suis supérieur à l'animal, puisque je peux mettre ma vie en jeu, que je suis plus fort que l'instinct de préservation. Voilà. Et c'est pourquoi dans cet état-là, le dominant, quand on est dans cet état de maître à esclave, c'était le cas, voilà, il y a un siècle encore, hein, ou 2 siècles aussi, en Amérique et ailleurs. Dans cet état-là, le maître a tendance à penser que
le serviteur qui a eu peur, qui a accepté d'avoir peur et de pas risquer sa vie, est un animal, n'est pas un homme, n'est pas... cette déshumanisation est possible dans cet état-là, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'était un stade, même si c'était ça a été normé, ça a été inclus dans une législation, on avait droit à avoir des esclaves aux États-Unis, etc. Tout était organisé, donc il y avait une législation autour de ça, comme si c'était une norme. Mais en tout cas, l'état d'esprit était bien inférieur à un état d'esprit d'une société qui était déjà normée, quoi, qui aurait dû protéger celui qui était posé en position d'esclave. Donc, alors là, il y a la lutte entre ces deux. On essaie de voir si chacun est capable de risquer sa vie jusqu'au bout. Première expérience possible, les deux peuvent mourir. Et donc, l'expérience s'arrête, c'est la fin, c'est un échec en somme. Deuxième, donc il faut quand même rester en vie. Donc il faut que le combat permette à ce qu'un puisse se dérober, à ce que celui qui aura le moins envie celui qui aura le plus envie de préserver sa vie puisse se dérober et accepter donc de rentrer en servitude pour préserver son existence. C'est pour ça qu'un des deux cède et la construction du système maître-serviteur s'impose. Un va garder le cap et accepter de mourir, et l'autre va ressentir l'angoisse de la mort. Et il va vouloir préserver la vie. Et il va donc céder et accepter, plutôt que de mourir, il va accepter, d'accord, de passer, de devenir serviteur. Le maître est donc d'abord le maître de la vie avant d'être le maître du serviteur. Et le serviteur est d'abord assujetti, donc il est d'abord assujetti à la vie avant de l'être au maître. C'est la vie qui est plus importante pour lui, et c'est pour ça qu'il accepte de ne pas aller au bout du combat, en somme. Alors d'un côté, une conscience qui n'a pas eu peur de mourir et qui va alors adopter une position de dominant. Et de l'autre, une conscience qui, par crainte de la mort, va adopter une position dominée, de soumission, d'inégalité. Et donc, mais cette vision, c'est la vue du côté du maître. C'est le maître qui va poser ce regard, qui va se décrire lui comme étant le maître, en somme. Alors après viennent il y a trois expériences. En fait, cette expérience, elle donne 3 expériences décisives qui permettent d'enclencher un processus de liberté. Parce que le départ, c'était pour la quête de la liberté et la quête de la conscience, de la vérité, de la conscience de soi, qu'est-ce que je suis, etc. Savoir ce que je suis. Bien entendu, ça ne marche pas, parce que je ne suis pas un maître dans l'existence, puisque je traverse ma vie, ça peut basculer, ça peut changer, on l'a vu dans la vie. Donc, c'est pas une situation qui donne une vérité.
C'est pas une vérité. En tant que je suis un être humain, c'est au-delà de ça. C'est pas, voilà, ça, ça explique pas notre nature profonde, ce que nous sommes réellement. Donc, il y a 3 expériences décisives qui permettent d'enclencher un processus de liberté. La première expérience est celle de la crainte de la mort qu'expérimente le serviteur, qui finalement est plus courageux qu'il n'y paraît. Peut-être que le maître n'a pas assez regardé la mort en face et n'a pas pris conscience des enjeux de la mort. Bien sûr, parce qu'en définitive, être téméraire, c'est pas être intelligent, c'est pas même être courageux, parce que courageux, c'est aussi dépasser. C'est pas parce qu'on peut accepter d'aller jusqu'à la mort dans un combat qu'on est plus courageux que celui qui cède cela parce qu'il a vu, il sait ce que représente la mort, c'est-à-dire la fin complètement de toutes ses intentions, de tout ce qu'il veut faire, de tout ce qu'il peut créer, etc. Et donc il refuse, en somme, de sacrifier l'existence parce que l'existence est beaucoup plus importante pour lui que ce combat. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va distinguer l'humanité de l'animalité. Deux gorilles ou 2 chimpanzés qui sont d'égale force pourraient aller jusqu'à l'extinction mutuelle, jusqu'à se tuer, puisque aucun des deux ne voudra céder. Et ils peuvent aller jusqu'à ce qu'il y ait mort, en réalité, de l'un ou de l'autre. Et donc, c'est pas ça, c'est principalement de l'ordre du système de la nature. Dans le système de la culture, c'est pas la même chose. Nous, on a à construire cette humanité. Donc il faut vivre, il faut être plus intelligent que la mort, en réalité. La mort, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle fait partie de notre existence et qu'elle nous attend un jour ou l'autre. Mais on doit agir pour cette humanité. Alors, il y a donc la première expérience, c'est celle de la crainte de la mort, que fait clairement le serviteur. Et donc, il prend conscience de ce que c'est que la mort. Donc, il développe déjà un niveau de conscience qui est supérieur, qui est à un autre niveau. Le maître, il n'atteint pas ce niveau-là. C'est pourquoi, dans la question du maître et de l'esclave est supérieur au maître, dans le fond. Pas que pour celle-là, ça c'est la première expérience. La deuxième, le serviteur se met au service du maître. Il fait l'expérience de maîtriser, de sortir de son propre désir, de pouvoir agir sur le désir de quelqu'un d'autre, de pouvoir transférer, de sortir du narcissisme en somme, de pouvoir partager quelque chose. J'apprends à satisfaire le désir d'un autre. Un animal ne sait que satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs. Un être spirituel est capable de se décentrer pour prendre en compte le désir d'autrui. Il apprend à intégrer le désir des autres. Et grâce à ça, il pourra être efficace pour la société. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est parce qu'on a réussi, parce qu'en fait, c'est ce qui a prédominé, c'était les serviteurs. C'est eux qui ont le pouvoir de construire, c'est eux qui construisent cette humanité. Le maître, il jouit du travail de ses esclaves, de ses ouvriers, de tout ça, mais il n'atteint pas le niveau de conscience que de l'humanité, le niveau de conscience de travailler, d'agir pour l'ensemble du groupe. Bon, maintenant, ça a évolué, ça, mais le départ, c'est ça. Et alors, à partir du moment où le serviteur
peut se mettre, peut servir, peut servir les désirs d'une autre personne, il peut commencer à servir les désirs de la société, agir pour la société. Voilà, travailler pour l'humanité, monter, et donc la société peut se constituer à ce moment-là. Chacun pourra travailler non pas pour satisfaire ses propres besoins, mais les besoins de la société civile. Donc, on se sociabilise. La troisième expérience, c'est le travail. La peur de la mort que le serviteur a éprouvée a besoin de se transcender, de s'exprimer dans une expérience féconde, construire. Et c'est ça, en fait, l'art, l'artiste, c'est en fait transcender la mort. C'est pour transcender cette expérience de la mort qu'on fait en tant que serviteur, en somme, parce qu'on n'est pas dans la témérité de vouloir, de dire je m'en fous de mourir, voilà, j'avance, je fais ce que je fais ce que je veux et j'ai de compte à rendre à personne et la mort ne me fait pas peur. En passant du côté justement de l'esclave, on pourrait dire, en goûtant à cette sensation désagréable de la mort, l'humanité a pris conscience de la mort et donc pour la transcender, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle agisse. Et donc c'est ce qui nous équilibre dans cette humanité. Le travail qu'on fournit, ce qu'on fournit pour cette humanité, sert à nous faire oublier la peur de la mort, sert à transcender cette peur de la mort. Et grâce à ça, on construit l'humanité. Et grâce à ça, on conduit l'humanité vers son ultime perfection. Voilà le chemin de la création. Le travail nous transforme en transformant le monde extérieur. Et on commence à comprendre. Le piège du maître enfermé dans son propre désir. Pour parvenir à un esprit libre, il faut être capable de mettre à distance la nature, se décentrer, intégrer autrui dans ses désirs et dans sa représentation du monde. Et c'est ça le narcissisme qui fait que le maître, le système du maître, le système narcissique qui est au pouvoir actuellement, il ne peut pas tenir compte d'autrui. Il est courageux, c'est clair. Il a cette témérité, c'est même pas, voilà, il n'est pas plus courageux que les esclaves qu'il domine. Hein. C'est juste parce qu'il a organisé un système pyramidal, etc., qui fait que il est dans cette chose-là. Évidemment, le patron d'industrie, il est plus courageux, il a plus de témérité, plus de, etc., que d'autres. Il faut cet esprit de courage. Et c'est pour ça qu'il faut les deux pour construire l'humanité, évidemment. Mais on voit bien que le narcissisme ne permet pas de tenir compte d'intégrer autrui dans sa représentation du monde. Le dominant, il reste posé dans sa propre dominance. Il ne voit pas, il n'a pas une vision globale de l'humanité. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle. Éveiller ses dominants. C'est fou parce que dès le début, j'ai compris que ce travail, il était destiné à ouvrir les yeux du système dominant. C'est curieux. Je l'ai écrit quelque part sur la mécanique universelle. Mais parce qu'en définitive, le peuple a déjà compris tout ça. Le peuple a intégré cette chose-là. En parlant le peuple, c'est les serviteurs. Les serviteurs, ils ont déjà atteint le niveau de la compréhension du monde, de la totalité. Et c'est pourquoi, là, ceux qui font la guerre aujourd'hui, ce sont des dominants qui sont, et principalement américains, on va dire, hein, parce que malgré tout, le régime américain, le régime occidental, on va dire, il est englué dans le système du dominant.
dans le système dominant-dominé, dominant-esclave, maître-esclave. Il est englué dans ça, parce que c'est ce qu'il a pratiqué depuis des siècles. Il pratique ça, donc son état d'esprit des dominants occidentaux est là-dedans. Ce qui n'est pas le cas des dominants de l'autre bord, qui sont originaires du communisme, du socialisme, etc. Ils ont, évidemment, il y a ce système qui est sous-jacent, parce que c'est des criminels qui ont pris le pouvoir avec Staline, etc. Mais les valeurs n'étaient pas du tout les mêmes. Ce n'étaient pas des valeurs d'esclavagistes, c'était des valeurs d'universalistes. Il y a une grande différence entre la dictature des socialistes et la dictature d'extrême droite. C'est deux mondes complètement différents et on essaye de mélanger ces deux choses, mais les valeurs sont fondamentalement différentes. Il n'empêche que le monde communiste avait des oppresseurs, avait des dominants qui étaient qui voulaient être tout-puissants, et peut-être encore pire que dans le capitalisme, c'est bien possible. Mais en tout cas, cette position qui va faire que l'Occident va plutôt préférer la guerre, là, plutôt que ce que réclame le monde en ce moment, ce que commence à réclamer le monde, c'est-à-dire le partage du leadership. Pourquoi il ne peut pas partager le leadership? C'est parce qu'il n'a pas dans sa représentation du monde, il n'y a pas l'autre. C'est exactement ce qui se dit. Il ne peut pas se décentrer. L'Occident ne peut pas se décentrer pour pouvoir intégrer l'autre dans son monde. Dans son monde, l'autre, il doit être un subalterne. Dans son monde, l'Occident doit dominer et les autres être dominés. Il n'arrive pas à penser autrement. Donc, il n'y a que, malheureusement, par ce qui est en train de se passer, que l'Occident va pouvoir passer cette dernière barrière dans cette évolution qui est partie de l'esclavagisme pur à la domination par le colonialisme, à la sortie du colonialisme, domination par le néocolonialisme dans lequel nous sommes là actuellement, et pour atteindre enfin un état où on intègre l'autre à sa vision comme un égal. Mais ça, c'est la grosse difficulté de l'Occident. Et c'est pourquoi je conteste, je critique l'Occident. Et je critique beaucoup moins les autres. Parce que c'est ça qui se joue dans cette guerre. Elle a été amenée par l'offensivité de l'Occident, par le fait que l'Occident voulait maîtriser l'autre, parce qu'il ne le considère pas comme un égal. Il ne peut pas le considérer comme un égal. Voilà, c'est pathétique, c'est triste, c'est comme ça. L'Occident a des qualités inouïes, mais il a aussi ce défaut-là, à mon sens, et qui est un problème majeur pour pouvoir faire passer nos valeurs, nos belles valeurs. Nos belles valeurs ont été tout le temps abîmées dans ce qu'on a donné aux autres, parce qu'on les a données sous la forme du dominant, sous la forme du maître à subalterne, du maître à esclave. On a voulu donner, on n'a jamais pu faire passer les choses en douceur, par l'intelligence, parce que pour ça, il faut voir l'autre, il faut pouvoir le voir comme un égal. Et on ne le voit pas comme un égal. Donc, se décentrer, intégrer autrui dans ses désirs et dans sa représentation du monde, pour devenir un esprit libre. Hein, voilà. Et c'est pourquoi l'Occident n'est pas dans un esprit libre. Il faut investir le monde pour en faire un monde humain. En intégrant ces trois choses, on a la formation de la culture, d'un État, d'un code juridique moral. La soumission à l'État n'a rien à voir avec la soumission à un maître. Ça, c'est pour la dernière question que pose Adèle Vendrette. Donc,
donc à Olivier Tinlan. Voilà. Voilà, c'est surtout pour cette dernière chose que toute l'explication se fait. Voilà, je voulais parler de ça, surtout pour ce problème du monde occidental. Et donc, on est en lien avec cet ouvrage de René Guénon. Voilà, la critique de l'Occident dans sa relation à l'Orient. On a ce problème majeur en Occident. On n'est pas apte à voir nos dominants, hein, parce que les dominés ont intégré complètement cette chose-là. C'est pourquoi la démocratie, c'est une œuvre d'art. C'est pourquoi la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Parce que le peuple, par essence, est beaucoup plus doux, est beaucoup plus clairvoyant, est beaucoup plus capable d'intégrer les autres dans leur représentation du monde, est beaucoup plus capable de servir autrui, et même autrui si c'est un étranger, même si c'est quelqu'un d'un autre système, d'une autre civilisation, d'une autre communauté. Le peuple est capable de ça. Le dominant n'en est pas capable de cette chose-là. Et c'est pourquoi, normalement, une bonne démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et les dominants, les meilleurs des dominants, c'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que c'est pas la dictature du peuple, c'est pas le meilleur du prolétariat, le meilleur du peuple qui se hisse, c'est le meilleur des dominants. Et parce que les dominants ont des qualités que n'a pas le peuple, les qualités justement de courage, de volonté, de bagarre, de ci, de ça, etc. Donc ces dominants doivent se hisser en tête, mais pour faire la politique du peuple qui par essence est plus paisible, et moins compétitive, et s'intéresse moins à tout ce dont s'intéresse le dominant, c'est-à-dire s'affirmer aux dépens d'autrui, avoir un harem, voilà, tout ce qui peut intéresser le dominant, écraser son concurrent, faire, voilà, tout ce principe-là, il est apte à tout ça, mais une bonne démocratie ferait que, oui, ça serait quand même ces meilleurs qui montent, ça serait toujours Macron, Sarkozy, Chirac, etc., qui montent, mais avec une vision totale du peuple. Et donc en sachant pourquoi pourquoi on est en démocratie, pourquoi c'est une œuvre d'art cette démocratie, pourquoi il ne doit pas il n'est pas en haut pour faire la politique des oligarques, pourquoi il n'est pas en haut pour faire le plaisir à un petit groupe, comme chez les autres primates, parce que c'est ça. C'est le dominant, une fois qu'il est dominé, il a sa cour autour et c'est eux qui thésaurisent les privilèges. Ça, c'est le principe animal. Donc on est encore dans un principe animal. Actuellement, le néolibéralisme nous a ramenés dans un principe animal au niveau de la gouvernance. On n'est pas dans un principe de démocratie. Et c'est pourquoi on peut dire qu'on n'est pas en démocratie. On n'est pas en dictature, mais on est dans une oligarchie. On est dans un système autre que la démocratie. La démocratie, si c'était la démocratie, le peuple serait extrêmement heureux, comme il l'a été, par exemple, dans les 30 Glorieuses. Le peuple était plus heureux que les dominants, d'une certaine façon. Il était, voilà, on respectait son rythme de vie, voilà, il avait une sécurité d'emploi. Il y avait, voilà, le côté, par exemple, du fonctionnariat, c'était une avancée extraordinaire. Chacun, et c'est pas pour rien que dans les pays communistes, c'était, voilà, chacun devait avoir sa maison, son travail, son truc. Il devait être sûr que toute sa vie, il n'y avait plus de danger. C'est une évolution incroyable vis-à-vis de l'évolution. Alors, que l'homme ne soit pas encore capable de complètement supporter ça, c'est une chose, mais l'avenir va vers ça, va vers le fait qu'il y aura la sécurité pour chaque être humain sur cette planète. Voilà, on offrira la sécurité
Et c'était le schéma du monde communiste, par exemple. C'était de donner la sécurité à chacun, de pouvoir vivre, manger, etc. Avoir, c'était, il y avait, et évidemment, si on enlève la liberté, ça peut pas fonctionner. Même euh, toute, tout cet intérêt ne tient pas dessus. Voilà, il manque quelque chose, il manque la volonté. Et déjà, ceux qui ont envie d'entreprendre sont obligés de se révolter face à ce système-là. D'accord. Mais il n'empêche que c'est bien au-dessus du système actuel, du système qui veut que la vie doit être dans la précarité pour mettre de l'énergie, voilà le système américain qui pense que il y a plus de, on a plus à gagner dans l'humanité, que c'est plus en avance d'être voilà dans un ultralibéralisme où chacun doit se démerder quoi. Et chacun est celui qui tombe dans le ruisseau, c'est sa faute, c'est son problème, il avait qu'à se débrouiller. Donc ça c'est très archaïque en somme, c'est un principe complètement animal. L'homme était, on est arrivé à pouvoir défendre nos congénères, à pouvoir protéger nos congénères le mieux possible, etc. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette chose-là. Bon, eh ben, c'est la bonne clôture peut-être pour cette vision de, euh, de René Guénon. Et voilà, je remercie donc Olivier Tinlan de tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Alors, il a écrit des livres, il est professeur à la fac de Montpellier, et franchement, cette vidéo, je vous la recommande. Vous la trouvez sur les chemins de la philosophie, donc sur France Culture. Voilà, je ne sais pas à quelle époque elle a été réalisée, mais en tout cas, c'est une pure merveille. Voilà, de l'écouter, on comprend tout derrière. Et c'est là où on voit, là, là, c'est des passeurs, ces gars-là, c'est des passeurs qui ont tout compris, quoi. C'est vraiment, ils ont compris le fond de Hegel, le fond, vraiment. C'est puissant. Merci, à bientôt.